De l'avancée, de l'enquête, de l'avancée de ces feux tout au long de cette journée sur I24 News. Évidemment, on ne peut que se rappeler de ces incendies de 2010 qui avaient créé 40 morts. Oui. Et c'est vrai, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de panique. Et il faut insister sur le travail des services de sécurité, puisqu'il y a 6 ans de cela, ils avaient payé un lourd tribut, puisque la majeure partie des personnes décédées étaient des policiers en route sur le Carmel. Et justement, Jonathan Serrero, le sujet de notre grand angle, c'est la sécheresse. Première étape, la Tunisie, un pays frappé par une importante pénurie d'eau. Le taux de pluviométrie a baissé de 30% par rapport à l'année dernière. Une sécheresse qui inquiète au plus haut point les agriculteurs impuissants face à la aridité de la végétation et des sols. Regardez. La Tunisie est à sec. Il a très peu plu cette année dans ce pays coincé entre climat méditerranéen et désertique. Le mois dernier, le ministère de l'Agriculture a averti que la situation pourrait devenir catastrophique sans pluie avant la fin de l'été. Nous devons acheter un réservoir d'eau à 30 dinars pour nous et nos animaux. Nous avons envoyé des demandes au gouvernement, resté sans réponse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre la pluie, si Dieu le veut. Cette année, les précipitations ont chuté de 30%, l'une des pires années dans l'histoire. Les sécheresses successives ont coûté plus de 800 millions d'euros à l'agriculture en 2016, d'après le principal syndicat agricole. Nous attendons la pluie, sinon l'agriculture va être affectée négativement. Il y aura aussi un impact sur les investisseurs dans les pépinières, et en particulier dans les plantations qui nécessitent beaucoup d'eau. La pluie est de loin le premier apport en eau de la Tunisie, mais le changement climatique a de graves conséquences. En un an, les ressources du barrage de Sidi Salem sont passées de 414 mètres cubes à moins de la moitié. Il nous reste encore un mois de consommation avant d'atteindre les réserves stratégiques. En d'autres mots, s'il n'y a pas de pluie avant la fin septembre et qu'on n'a pas d'autre apport en eau, nous devrons utiliser les réserves stratégiques. Et c'est une situation très dangereuse. Le nouveau gouvernement tunisien assure que plusieurs projets de construction de barrages bloqués depuis la révolution de 2011 ont repris. Mais seule la pluie peut aider à remplir ceux déjà existants ainsi que les réserves souterraines. Impuissant face au ciel capricieux, le ministère des Affaires religieuses a donc appelé les Tunisiens à prier pour la pluie. Manque d'eau en Tunisie, mais pas seulement, manque d'eau en Israël aussi, l'hiver qui tarde à arriver et les agriculteurs qui commencent à s'inquiéter de l'absence de précipitations. Jonathan Serrero, ça nous aurait bien arrangé. Oui, un peu d'eau, ça nous aurait facilité la tâche dans cette actualité. Des agriculteurs donc tristes de constater qu'il n'est tombé en tout et pour tout depuis le début du mois de novembre entre 0 et 20 mm de pluie. 0 mm de pluie par exemple à Jérusalem ou Eilat et 20 mm seulement à Tel Aviv. C'est entre 20 et 40 mm de moins que la quantité de pluie tombée au mois de novembre 2015. L'année dernière, à la même époque, il était tombé en Israël entre 40 et 60 mm de pluie. Une absence de pluie, Valérie, qui commence à se faire ressentir au niveau des cultures et des productions agricoles. Les agriculteurs se trouvent aujourd'hui dans l'obligation d'utiliser des eaux recyclées ou des eaux usées. Un temps sec qui alimente, on l'a vu, on le voit avec l'actualité, les feux de forêt qui ravagent en ce moment donc la majeure partie du pays. Un peu d'eau venue du ciel faciliterait bien la tâche des pompiers en ce moment. Une sécheresse qui a aussi un impact sur les grandes étendues d'eau du pays, Jonathan. Oui, les Israéliens sont toujours convaincus que nous sommes parvenus à combler notre manque d'eau. Il n'en est rien. D'après un rapport publié récemment par les services hydrologiques du pays, le niveau du lac de Tibériade a baissé de 26 cm au mois d'octobre dernier. Aujourd'hui, le Kinneret se situe à une hauteur de 2
913 mètres environ, soit 56 cm en dessous de la ligne fixée de flottaison, soit le plus bas niveau observé depuis 6 ans. Le célèbre lac est censé récupérer 298 millions de mètres cubes d'eau pour retrouver son niveau normal. Or, il n'en a retrouvé que 14 millions de mètres cubes sur toute l'année dernière. Donc on est loin d'atteindre les mesures requises. Dans le même temps, le niveau de la mer Morte a encore baissé de 13 cm le mois dernier. Depuis le début de l'année, le lac Salé a perdu 103 cm. Quelles sont les prévisions, Jonathan ? Eh bien, si l'on suit l'avis des agriculteurs, on devrait se diriger vers un hiver très sec. D'après eux, la saison s'annonce même catastrophique, selon leurs termes. Un peu ce qu'on a vu par le passé en 1999 ou 2008. Maintenant, l'avis des météorologiques est plus incertain, celui-là. Comme on l'observe sur ce graphique, les chances d'avoir un hiver très pluvieux ou dans la moyenne sont à peu près égales. Le taux de probabilité de vivre un hiver sec est du même acabit. Maintenant, rien n'est définitif, Valérie. On a déjà assisté en 2010 et 2013 à 2 mois d'octobre et novembre très secs avec peu de précipitations et des mois suivants très pluvieux. Il faut donc s'armer de patience avant de ressortir notre parapluie. Et autre pays concerné par la sécheresse, c'est la Colombie. Un manque d'eau justifié par la présence d'eau dans le Pacifique, un phénomène climatique, El Niño, le phénomène qui menace les productions de café de la région des Andes colombiennes. Toutes les explications dans ce reportage. Ces caféiers donnent d'habitude les meilleurs grains de Colombie. Mais cette année, Raoul et les autres exploitants de la région de Nariño sont très inquiets pour leur culture. Les plantes ont pourtant fleuri et pourraient donner des grains très savoureux s'il pleuvait. On est sur le point de perdre la récolte de café. On va la perdre. Tous les agriculteurs sont désespérés. On est tous complètement désespérés. C'est le phénomène climatique El Niño qui menace la production. Il réchauffe les eaux de l'océan Pacifique et entraîne une diminution des pluies. Le déficit des précipitations atteint 60% dans cette région. Selon des experts, cette sécheresse serait aggravée cette année par le changement climatique et le pire serait encore à venir. Avant, il y avait des étés, mais ils n'étaient pas très longs. Maintenant, ils sont très longs. Ça fait déjà 6 mois que c'est l'été et ils prévoient 5 mois de plus. Ça va tuer les agriculteurs. Dans ce département des Andes colombiennes, les exploitations sont artisanales et les caféiculteurs se chargent de toutes les étapes de la production. Ils peinent parfois à récupérer ce qu'ils ont investi et sont de moins en moins nombreux à choisir cette culture. Et on se dirige au sud vers l'Afrique pour parler du phénomène climatique dévastateur El Niño qui menace la sécurité alimentaire à Madagascar. Samuel Calvo. Oui, c'est la 2e saison consécutive que la sécheresse touche Madagascar. Cette année est même la pire depuis 35 ans. Les dommages collatéraux sont dévastateurs et affectent particulièrement les populations des zones rurales. Les points d'eau sont asséchés à tel point que le bétail décède et que les récoltes sont dévastées. Le prix des aliments de base explose. Malgré tout, la population tente de s'adapter, mais était obligée d'adopter un régime alimentaire dangereux. Regardez. Nous ramassons des fruits rouges de cactus et nous retirons leurs épines, mais cela donne la diarrhée. Tous nos voisins en souffrent. Normalement, on fait pousser du maïs, des pois et du manioc. Si seulement il pouvait pleuvoir, nous serions heureux. El Niño menace environ 12 300 000 personnes dans les 7 pays africains les plus touchés. La situation est tellement désespérée que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a demandé une aide agricole d'urgence de 109 millions de dollars pour 10 pays d'Afrique australe menacés par cette sécheresse. La priorité étant de nourrir la population victime de cette sécheresse. Écoutez. Même si maintenant nous avons des contributions extérieures de nourriture, il n'y a pas de bateau disponible et cela va prendre 5 à 6 mois. Même si on achète sur place, cela prendra 2 à 3 mois. Le défi maintenant, c'est de savoir comment nourrir la population. El Niño est aussi un grand ennemi des fonds marins. Le phénomène climatique menace les coraux des mers de l'île Maurice. Cette détérioration de corail coïncide avec la disparition d'espèces animales et l'érosion des plages. C'est aujourd'hui toute l'économie de la région qui est en danger. Regardez. Les coraux de l'île Maurice sont en danger. En cause, la hausse des températures depuis plusieurs années, mais surtout El Niño,
courant chaud équatorial du Pacifique qui réapparaît tous les 5 à 7 ans et connaît cette année une forte intensité. El Niño se rapproche dangereusement de cette île paradisiaque et déjà, ses effets se font ressentir. En fait, on se rend compte que la température au mois de décembre, enfin mi-décembre, était pratiquement identique à la température de février-mars l'année dernière. Donc, normalement, février-mars, c'est la période la plus chaude et on se rend compte qu'en fait, la période la plus chaude a avancé dans le temps. Le corail survit rarement dans des eaux allant au-delà de 30 degrés. Si un corail peut mourir en quelques jours, il leur faut parfois des années pour grandir de quelques centimètres. Pour certains océanographes, El Niño pourrait avoir un impact sur tout l'écosystème de l'océan Indien. Si jamais ce phénomène-là arrive à Maurice, ça nous prendra 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour nous en remettre. Ce sont des phénomènes globaux. On a vu par exemple qu'El Niño est un phénomène qui démarre dans le Pacifique, mais avec le courant sud-équatorial, avec la circulation globale dans les océans, cet impact-là se retrouve aussi dans l'océan Indien avec quelques mois de décalage. La détérioration du corail est synonyme de disparition d'espèces animales ou encore de l'érosion des plages. C'est donc toute l'économie de la région, largement dépendante du tourisme et de la pêche, qui risque aussi l'érosion. Et Israël qui est toujours en proie aux flammes après les villes du nord et la région de Jérusalem, c'est au tour de Haïfa et de ses environs d'être sous l'emprise des incendies de forêt. Jonathan Serrero, que sait-on de nouveau ? Pour le moment, on sait que tout le pays est ravagé par les flammes et les incendies de forêt. Haïfa, 11 quartiers de Haïfa ont été évacués. Des bâtiments sont actuellement en feu. Les habitants ont été pris en charge par la défense passive qui met en place un service de réservistes en plus et mobilise des forces en plus à l'heure où on se parle. À Rishon LeZion aussi, des incendies sont actuellement en cours, signalés. 50 personnes ont été blessées par les inhalations de ces incendies. La situation est à peu près sous contrôle. L'appareil d'État s'organise. Le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, impute la responsabilité à certains pyromanes. Et donc, à l'heure où on se parle, l'État s'organise pour mettre fin à ces incendies qui ravagent le pays. Merci Jonathan Serrero. Évidemment, nous vous tiendrons informés de l'avancement de ces feux. Tout de suite, je propose de parler des mouvements